Bonjour tout le monde. Merci, vous êtes déjà très nombreux et ça va être une présentation unique et originale. Donc, on est ravis que vous soyez là. Merci à tous d'être connectés. On va parler aujourd'hui de la collecte collaborative énergie. Alors, outre être une collecte vraiment sympa, elle lance Enerfip Innovation. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur Enerfip Innovation et on est vraiment ravis de pouvoir vous présenter ce concept aujourd'hui. Donc, si ça ne vous dérange pas, on va passer encore quelques minutes, une ou deux minutes pour attendre les retardataires. Puis dès que le nombre de participants se stabilise, je commencerai à vous raconter des histoires. Ça a l'air de... Vous étiez quand même beaucoup... Ça grimpe. Mais ça grimpe, ouais, c'est pas mal. Vous êtes vraiment très nombreux. Donc, est-ce que je peux en profiter peut-être pour vous expliquer deux, trois choses sur comment ça fonctionne. Comme vous pouvez le voir, vous nous voyez, vous nous entendez. Et ça, on est super content. Par contre, nous, on ne vous voit pas et on ne vous entend pas. Donc, c'est un peu perturbant. On ne sait pas si vous nous écoutez ou si vous êtes en train de faire autre chose. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez nous poser des questions. Donc, sur la droite de votre écran, vous avez un onglet « Questions ». Et sur ces questions, vous pouvez les poser à l'écrit et on pourra y répondre avec plaisir. On répondra aux questions quand elles sont dans le sujet directement dans le vif de la présentation. Et puis à la fin, on aura un temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez surtout pas à les poser. Vous pouvez nous dire un petit bonjour, voir si ça fonctionne. Moi, j'ai eu une petite déconnexion tout à l'heure et ça a l'air de se recharger un peu doucement. Voilà, donc ce dont on va vous parler aujourd'hui, c'est d'Enerfip Innovation et de collaborative énergie. Enerfip Innovation, c'est un nouveau projet Enerfip, donc c'est une collecte d'un tout autre genre. Vous êtes sûrement habitués à Enerfip en général. Là, on change. Voilà, on change, on vous propose autre chose. Et donc, pendant toute cette présentation, on va vous présenter les différences, les modifications, les choses auxquelles il faudra que vous soyez vigilants. Voilà. Et donc, pour ça, j'ai Eliud avec moi qui va vous parler de tout ça, puisque c'est le responsable d'Enerfip Innovation. Eliud, comme toujours chez Enerfip, il a une autre casquette. Il est aussi analyste de projet, donc il a analysé le projet collaborative énergie en détail. Donc, il pourra répondre à une grande partie de vos questions. Et puis, je vous présente également Sébastien, qui est le directeur général de Collaborative Énergie. Bonjour Sébastien. Bonjour, bonsoir tout le monde. Et Christophe, qui est le président de Collaborative Énergie. Bonjour Christophe. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, et donc tous ces gens-là vont pouvoir vous parler de ce nouveau projet. Alors, de quoi va-t-on parler? Nous allons d'abord vous présenter Enerfip Innovation en quelques phrases. Vous le savez, la présentation va durer 1 heure environ. On va essayer de s'y tenir. Ça dépend un peu du nombre de vos questions. Je vais d'abord vous demander à Eliud, Sébastien et Christophe si vous voyez des questions, parce que moi, ça patine dans la semoule, je ne les vois pas. Mais j'ai eu un problème de connexion. Oui, c'est tout bon. On voit les questions, c'est tout bon. D'accord. Bon, les voilà. Questions qui sont pour l'instant des bonjours amicaux. Parfait, c'est génial. Alors, ce que je voudrais vous dire, pardon, j'ai oublié, mais vous le savez peut-être, mais je préfère le rappeler. Il risque d'y avoir beaucoup de questions aujourd'hui. Et vous pouvez voter pour les questions quand ces questions sont celles que vous vouliez poser et qu'elles ont déjà été posées ou quand elles vous intéressent, sur la petite flèche à gauche de la question. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus pour les faire remonter, pour vous assurer qu'à la fin, on ne parte pas sans avoir répondu aux questions qui vous intéressent le plus. Voilà. Donc, vous posez vos questions à l'écrit. Si elles ont déjà été postées, vous essayez de ne pas les reposter, ça nous évitera le double travail. Et par contre, cliquez sur « Je vote », comme ça, vous les faites remonter. OK ? Moi, je n'ai pas accès aux questions. Voilà, donc c'est génial. Je suis désolée, je suis censée être la modératrice, mais je ne vais pas pouvoir le faire pour l'instant. Donc, nous allons parler d'Enerfip Innovation. Je te rassure, ça fonctionne parfément. Là, on voit déjà qu'il y a des questions. Je reste sur un apéro à la fin. Ça marche, je compte sur vous. Donc, on va parler d'Enerfip Innovation. On va vous présenter évidemment Collaborative Énergie. On va vous présenter Quinoa parce que c'est quand même un concept hyper original et innovant.
On va vous parler du montage financier, puisqu'on parle d'Enerfip Innovation. C'est un montage financier différent. On ne parle pas d'obligations, on ne parle pas de dette, c'est encore autre chose. Donc, on va vous expliquer tout ça. Et à ce moment-là, on va vous parler de comment on sort et donc comment on vend ces titres. Donc, si vous avez des questions là-dessus, patientez un peu, ça va arriver, on en parlera évidemment. On vous parlera également, évidemment, de la collecte et de fiscalité. C'est une grosse partie aussi. Donc là aussi, vos questions, attendez qu'on ait traité ce chapitre pour les poser, au cas où on puisse répondre à vos questions en avance. Et puis à la fin, on parlera de questions. On fera un temps de questions-réponses si on n'a pas répondu à tout. OK? Allez, c'est parti. Je n'ai pas les questions, donc je vous laisse. Par contre, Eliud, je te laisse parler d'Enerfip Innovation. Parfait. Merci Pauline. Bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux de pouvoir vous présenter du coup aujourd'hui Enerfip Innovation et pouvoir répondre à vos questions. Comme l'a bien dit Pauline en introduction, Enerfip Innovation en fait est une nouvelle branche d'activité chez Enerfip qui vise à démocratiser en fait le capital innovation auprès de notre base d'investisseurs et du coup de pouvoir soutenir autrement le secteur du développement durable. Et du coup, concrètement, Enerfip va venir désormais proposer des placements en actions au sein de sociétés non cotées qui sont en début d'activité commerciale, notamment ce qui est le cas de Collaborative Energy. Ce qu'il faut retenir aussi chez Enerfip Innovation, c'est que les placements vont se faire au sein d'une structure intermédiaire, un véhicule ad hoc qui va rassembler en fait tous les investisseurs qui seront actionnaires de cette structure qui dans le cadre des Collaborative Energy s'appelle Citoyen Enerfip Collaborative Energy, qui, elle, va pouvoir dans un deuxième temps souscrire aux actions des Collaborative Energy qui réalisent l'augmentation de capital. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les investissements en actions sont, dans la plupart des cas, beaucoup plus risqués que les investissements en obligations ou en titres de dette de manière générale. Et ça, c'est quelque chose que les investisseurs doivent absolument retenir et avoir en tête. Ce n'est pas un placement en titre de dette, ce n'est pas un placement en obligation. Il s'agit ici de placement en action. D'ailleurs, on parlera tout à l'heure, Eliud, du système de notation. Si vous êtes allé voir la page du projet, vous avez vu que la note était une note qu'on n'avait jamais donnée avant. Donc, on en parlera tout à l'heure. Exactement. Comment ? Et malgré tout, une bonne note. Oui, oui, c'est une excellente. C'est la première fois là sur la page projet. Exactement. Et la nouveauté aussi pour les investisseurs, c'est que ce type de placement leur permet de bénéficier potentiellement, il faut voir la situation de chacun et de chacune, de bénéficier de certains avantages fiscaux, et notamment ici une réduction sous l'impôt, de l'impôt sur le revenu. On en parlera aussi plus tard dans la présentation. Je propose maintenant qu'on passe plutôt à la présentation des Collaborative Energy et qu'ensuite on revienne sur le détail, sur les aspects plus techniques. Parfait. De l'opération. C'est super clair. Je ne vois toujours pas les questions, mais si vous en avez. Non, là pour l'instant. Il y en a une sur le risque, justement. En fait, il faudra orienter alors sur le risque, parce que c'est vrai que si on part de A, E, ça peut paraître mauvais, mais ça ne l'est pas en fait. On va y revenir. On a 2 slides complètes sur le risque. Donc, on va exactement. Formation en détail, vous inquiétez pas. Ok, et ben voilà, on vous voilà. Allez-y sur le défile. Ouais. C'est parti. Ouais. Alors, hop, on clique sur on fait avancer la diapositive. Ouais. La prochaine. Ouais. Ça marche? C'est bon. On est toujours sur la diapo d'avant, Pauline. Je ne sais pas si c'est normal. Alors attendez, je me déconnecte. Continuez, je reviens. Allez, c'est parti. Allez, c'est bon, c'est parti. C'est moi qui ai cliqué. Voilà. Eh bien, donc, nous voici. Donc là, vous avez les 3 actionnaires principaux au jour d'aujourd'hui. Moi, donc, c'est Sébastien. Donc, voilà, je suis cofondateur avec Chris de Collaborative Energy. Alors, très rapidement, voilà, moi, j'ai un profil technique. Je suis ingénieur en génie mécanique à la base. Et puis, j'ai fait toute ma carrière en PME. Au sein de sociétés industrielles et de start-up notamment, et avec une grande spécialité dans l'ingénierie mécanique et la gestion de projets complexes, et puis une appétence aussi pour la gestion d'entreprise. Okay. Christophe, donc cofondateur avec Sébastien. Moi, j'ai un profil un peu complémentaire de celui de Sébastien, quand bien même je suis
ingénieur et docteur en physique, je me suis vite orienté vers le marketing et j'ai une carrière plus à l'international, vraiment à l'international, donc aux États-Unis, en Angleterre et en Chine, au sein des majors, pour ne nommer qu'elle, Rolls en particulier, et dans l'énergie nucléaire, que j'ai quitté il y a 2 ans maintenant pour me consacrer pleinement au développement de Collaborative Énergie. Moi, je suis plus en charge de tous les aspects développement commercial et marketing, en fait. On en parlera tout à l'heure. Et il y a un troisième larron qui n'est pas avec nous ce soir, donc Laurent, qui nous accompagne depuis quasiment la création de la structure. Alors, lui aussi est issu de grands acteurs majeurs donc, du domaine de l'énergie ou technologique. Et Laurent, lui, est bon conseiller en stratégie et il s'occupe aussi des aspects d'acquisition potentielle. Déjà. Hop. Alors, qui est-on? Puisqu'on parle de l'éolien, ce qu'on peut dire, c'est un challenge pour moi parce que des slides en 1 minute, c'est super dur. Mais donc, qui sommes-nous? L'éolien, le grand éolien, on ne peut pas dire qu'il a partout le vent en poupe pour différentes raisons, différents enjeux et challenges. Néanmoins, de manière à réduire effectivement notre empreinte carbone et l'électricité décarbonée, on a vraiment besoin. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire à la création de l'entreprise, c'était de rebattre un peu les cartes de l'éolien pour justement prendre en compte ces grands enjeux, en particulier l'acceptabilité. Et ça, on l'a fait à travers 2 actions principales. La première, c'est de développer des technologies de rupture qu'on appelle impact, qui répondent justement à ces grands enjeux. Alors pour ne citer que 2, donc c'est l'acceptabilité citoyenne, qui est quand même un point important, et la deuxième, donc c'est la souveraineté. Je ne voudrais pas oublier tout ce qui est aspect biodiversité. Donc ça, c'est le premier axe, développement de technologies de rupture, selon une démarche vraiment scientifique dont Sébastien va parler tout à l'heure. Et ceci étant dit, c'est super d'avoir des technos de rupture, mais si ces technos de rupture ne sont pas acceptés par le public, ça ne sert pas à grand-chose. Donc en même temps que le développement des technologies de rupture, on a également, avec une collectivité territoriale, développé un vrai projet d'implantation de ces éoliennes, de manière en fait à dérouler toute cette phase d'acceptabilité et également cette phase de tout ce qui est processus administratif au niveau des autorisations, modifications de PLU, etc. etc. Donc voilà, et cette phase n'est pas à négliger par rapport à la première, puisqu'elle nous permet, vous allez voir tout à l'heure, d'être référencé auprès de collectivités d'une, mais également de certains services de l'État qui sont incontournables, voire des associations qui sont majeures. Au jour d'aujourd'hui, notre siège est à côté de Grenoble, donc en Auvergne-Rhône-Alpes. On a également un établissement secondaire dans le sud de la France, à Cotignac, au centre Var, et on est en train donc de discuter avec l'agglomération Paimpol-Guingamp pour s'implanter en Bretagne, parce que là-bas, il y a du vent, et il y a également une notion de transition écologique qui est très très forte. Voilà, bah fort donc de ces 8 années de travail, hein, où on a à la fois maturé la techno et puis la proposition de valeur et l'acceptabilité sur le terrain, bah, il est venu le temps pour nous d'ouvrir le capital, hein, puisque donc on détient tous les deux on détient 98% du capital aujourd'hui, et donc de faire cette levée de fonds. Sur la base du développement du produit qu'on appelle Quinoa et dont on va parler juste après. Alors la levée de fonds, eh bien c'est une enveloppe de 1,5 million d'euros qui va être constituée d'equity, donc d'actions, et puis d'un levier bancaire de dette, donc qui est déjà validé. On a déjà les prêts bancaires d'accordés, notamment par la BPI, hein, donc à hauteur de 500 000 euros à peu près. Donc l'equity va représenter 1 million d'euros. Et une poche de cette equity est réservée à Enerfip, hein, donc à hauteur de 400 000 euros. Donc, vous l'aurez compris, en faisant la soustraction, il y a 600 000 euros d'autres investisseurs qui nous ont déjà rejoints. Alors, il s'agit de business angel ou de family office, hein, qui ont mis des tickets d'environ de 50 000 à 150 000 euros à peu près, ça dépend des cas. Et donc, ils sont au nombre d'une petite dizaine. Hein, donc autour de la table, à l'issue de la levée de fonds, on sera tous les deux, Laurent, et puis vous, au travers d'Enerfip, et puis c'est cette petite dizaine d'investisseurs.
Je voudrais juste rajouter une chose en fait qui est importante. Pourquoi on a décidé d'ouvrir le capital au participatif? C'est assez simple. C'est quand on s'est créé quand on a créé l'associé avec Sébastien, donc en 2016, c'était un peu la rencontre des deux cofondateurs avec un territoire qui est le territoire Provence Verte, un territoire qui nous a beaucoup soutenu dans la démarche de développer ce type de technologie destinée à la production électrique décentralisée, et donc qui nous a un peu financé. Et une des promesses qu'on leur avait faites en 2016, c'est que le moment venu, nous ouvririons le capital aux citoyens, compte tenu de l'approche collaborative qu'on avait. Donc maintenant, en fait, on a une certaine légitimité, je dirais une grande légitimité dans le territoire et au-delà, en région sud, en Bretagne qui commence. Et donc, ça nous semblait tout à fait opportun, dans le cadre de cette levée, de réserver une part à vous tous significative, compte tenu effectivement de l'ambition et du positionnement de la société. Bien. Hyper Écoutez, clair. je vous propose maintenant de parler donc du produit. Ouais. Pauline, on a plein de questions, mais en fait, on va y répondre au fil de l'eau. Donc, vous inquiétez pas, si on les lit, on vous voit. D'abord, bonjour Annie à Guingamp. Mais on vous voit, mais en fait, on ne répond pas parce que ça arrive, en fait. On l'a prévu dans la présentation. Si Annie est à Guingamp, qu'elle sache qu'on est en train de discuter avec le maire de Guingamp, qui est quelqu'un d'exceptionnel, Philippe Le Goff, pour justement s'implanter à Guingamp. C'est l'endroit qu'on a décidé comme implantation en Bretagne, en Côte d'Armor, compte tenu de ce que je disais tout à l'heure. On en reviendra tout à l'heure. Allez, c'est parti. Alors, moi, je vais vous faire un petit exposé rapide sur Quinoa. Alors, je pense que la plupart d'entre vous ont navigué sur la page Enerflip et donc vous aurez vu le petit film qui donne un aperçu de ce qu'est Quinoa, donc une éolienne verticale. Donc pour nous, il s'agit de trouver une alternative au grand éolien. Hein. Le point de départ, c'est ça quand même, hein, de trouver une alternative. Pas un concurrent. Oui, une alternative. Donc, avec en point de mire l'acceptabilité et la désirabilité de notre solution. Donc ça passe par du petit éolien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir de grosses éoliennes, qu'elles soient verticales ou horizontales. Enfin, on peut en théorie, mais c'est difficile. Donc nous, Quinoa, c'est une petite éolienne de technologie verticale. Verticale parce que c'est une grande simplicité, une éolienne verticale, hein, c'est un poteau, une génératrice et un rotor. Alors cette éolienne verticale, elle est extrêmement optimisée, hein, c'est-à-dire qu'avec, alors vous l'aurez peut-être lu hein, sur la page projet, on travaille avec Jean-Luc Achard, qui est notre conseiller scientifique et un expert mondialement reconnu pour ce qui est des éoliennes verticales et des hydroliennes, donc notamment des éoliennes verticales. Et on a balayé tout un tas d'études académiques et scientifiques pour optimiser au maximum cette éolienne, c'est-à-dire lui donner un rendement qui est très proche des rendements théoriques que les lois de la mécanique des fluides autorisent. Donc pour cela, on a choisi sa forme, hein, assez élancée avec des pales fines. Tout ça, c'est issu de calculs. Et puis on s'est attaché également à réduire les effets de dissipation d'écoulement. Hein, donc c'est les petits encarts qu'il y a sur la diapositive ici, hein, notamment en prenant grand soin on va dire des dissipations en bout d'aile ou des dissipations de von Karman. Voilà, c'est assez technique, mais au résultat, on a une éolienne qui est au rendement. Et puis, ce qu'on a fait aussi, vous avez vu dans la vidéo, les éoliennes ne sont pas toutes seules, il y en a plusieurs. Alors, on en met plusieurs, pourquoi? Parce que comme elles sont petites, elles ont une petite puissance. Donc, pour avoir une puissance significative, il faut en multiplier le nombre. C'est quoi la puissance, Sébastien? Alors, 10 kW la puissance. Hein, donc, c'est très petit quand on parle d'éolien aujourd'hui. Alors, du coup, pour faire un parc, par exemple, de 100 kW ou de 1 MW, eh bien, on va mettre 100 éoliennes. Et le gros avantage de l'éolienne verticale par rapport à l'horizontale, c'est qu'elles ne vont pas se gêner les unes les autres. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les rassembler, les mettre en parc agencé, selon des schémas d'implantation dont la géométrie peut varier en fonction des orientations de vent. Hein, et là, on va avoir un effet, je dirais, d'augmentation du productible. C'est-à-dire qu'en gros, le 10 fois 10 kW, ça ne va pas faire 100 kW, ça va faire virtuellement, parce que la puissance électrique, ça a toujours 100 kW, mais virtuellement, on va avoir un productible qui serait issu d'une puissance plus élevée. Hein, voilà, donc ça, c'est, je dirais, l'effet technique recherché. Pardon, je n'ai pas compris pourquoi. Excuse-moi, je pose la question, mais je ne comprends pas pourquoi le fait qu'elles soient toutes resserrées sur un petit terrain augmente la puissance. Alors, ça n'augmente pas la puissance, ça augmente le productible. C'est-à-dire qu'en fait,
ce qui va se passer, c'est que les éoliennes ne vont pas se gêner. On peut comprendre, par exemple, quand le vent vient de face, on a une première rangée d'éoliennes. Oui, ah oui, d'accord. Donc les premières reçoivent le vent parfait. Ouais. Et derrière, au fur et à mesure qu'on recule, on a moins de vent parce qu'on est gêné par les premières éoliennes. Il se passe un phénomène avec les éoliennes verticales, c'est que la qualité de leur sillage aérodynamique, il est radicalement différent, enfin il est bien meilleur que celui des éoliennes tripales. Et donc on arrive en faisant du confinement, c'est-à-dire en rapprochant les machines, à faire du confinement en termes de mécanique des fluides. Et donc on force le vent à travailler entre les éoliennes, et on a beaucoup moins d'effets de détérioration, et donc on a un productible qui est dans des cas bien précis, et donc nous on cherche après à reproduire en implantation. C'est quand on implante nos machines pour reproduire ces cas, un productible plus élevé. Donc c'est voilà. Et le vent, là il y a Antoine qui demande la gamme de vent cible, c'est-à-dire la vitesse minimale, maximale de. Alors, par rapport au plan de développement qui est le nôtre, on a un plan industriel, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure. Dans un premier temps, on recherche des sites où il y a au moins 8 mètres par seconde de vent. Et un peu plus tard, donc dans le développement, quand on aura optimisé encore plus le coût, on ira chercher des sites de 6 à 8 mètres par seconde. Ça, c'est des valeurs moyennes sur l'année. C'est des valeurs moyennes. Et puis, par exemple, on arrête les machines aux alentours des 20-25 mètres, des 25 mètres secondes. Donc, quand ça souffle trop fort, une éolienne, on l'arrête. Oui, mais ça, c'est vrai aussi pour les grandes. Ah, tout à fait. Oui. Et quand là, il y a Guillaume là, qui nous demande, c'est une bonne question aussi, au ras du sol, enfin plus bas, il y a moins de vent, non, que plus haut, mais du coup, en fait, oui, c'est très pertinent. Bien évidemment, on ne peut pas installer des éoliennes comme les nôtres n'importe où. Il faut effectivement que la configuration géométrique soit intéressante. Il y a un paramètre auquel on fait très très attention, c'est la géométrie, donc en tout cas le relief, mais surtout là, ce qu'on appelle la rugosité. C'est sûr que des machines comme les nôtres, on ne va pas les installer au milieu des arbres. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand on prend la vitesse des vents à 50 ou 100 mètres et quand on regarde si la rugosité était parfaite, quelle serait la vitesse de vent aux alentours de 10 à 15 mètres de haut, on voit qu'on a une certaine perte en termes de vitesse de vent que nous, finalement, dans des bassins corrects, on arrive à compenser justement par l'effet dont parlait tout à l'heure Sébastien, l'effet de maillage. Donc ça a été largement documenté et expérimenté. Donc encore une fois, bien évidemment, on ne va pas passer le temps là-dessus, mais bien évidemment, il faut que le site soit adapté. On a une très grosse base de données dans l'entreprise où en fait on a référencé par parcelle domestique en France la vitesse des vents et la rugosité. Ça représente en fait un potentiel intéressant économique à peu près 20 000 sites en France sur nos segments de marché. Attention, on y reviendra tout à l'heure. Et donc ça représente grosso modo, si on met 10 machines par site, à peu près 200 000 machines. À l'issue du business plan qui fait l'objet de la levée, on aura vendu à peine 2000 machines. Donc on a cette capacité également à aller cibler les sites où il y a vraiment du vent d'intérêt économique. Et c'est déjà le cas, on y reviendra tout à l'heure également en fait. Okay. Justement, donc ça me permet d'enchaîner sur ce que cible Quinoa en fait. Donc Quinoa, au jour d'aujourd'hui, nous vendons donc les quinoa en parc, donc des parcs de 10 machines, comme vous a parlé Sébastien, destinés à ce qu'on appelle la production décentralisée d'électricité. Donc c'est pour ça que bien évidemment, on n'a pas du tout l'ambition d'être des concurrents du grand éolien, mais une alternative dans le cas de la production décentralisée d'énergie et de la consommation in situ. Et on adresse en fait 3 grands types de clients. Les premiers, c'est les collectivités territoriales. Les deuxièmes, c'est donc les infrastructures. Donc dans les infrastructures, on met typiquement des centrales solaires existantes. On pourrait revenir tout à l'heure à Cotignac, puisqu'on travaille avec un grand opérateur français. Et autour des machines de Cotignac, nous allons installer avec eux donc 10 hectares de panneaux photovoltaïques. C'est eux qui font, mais c'est le même projet. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les infrastructures. Et puis les exploitations agricoles, il y a aussi un besoin en énergie et surtout la maîtrise du coût. Ça, c'est un point important. On a au jour d'aujourd'hui, on est déjà sur les bassins de vent dont on parlait. On a des coûts et des prix de l'électricité du kilowattheure qui sont déjà très intéressants. Donc ça, c'est la première chose importante. Je reviens sur la partie territoriale. Le projet dont je parlais tout à l'heure, qui nous a permis effectivement de valider toute la phase d'acceptabilité, est un projet pilote qui est situé à Cotignac dans le Var,
donc qui est soutenu effectivement par l'État. Et ça, c'est un point important qui nous diffère des autres acteurs du marché, c'est-à-dire que nos solutions sont maintenant référencées par les services de l'État, pour ne citer la DREAL, par exemple, ou des DTN, qui sont même des prescripteurs. Donc ça, c'est un point important. Ce projet à Cotignac, pilote de 10 machines, est déjà intégré au plan climat, air, énergie territoriale du territoire, mais il est également fléché comme étant faisant partie du contrat de transition écologique. Ce projet également, donc, qui est vraiment le prototype administratif d'acceptabilité, a aussi été remarqué par des fédérations, ou par des parties prenantes incontournables du domaine de l'énergie renouvelable. Je veux parler de France Nature Environnement, avec lesquels on est en train de signer une convention, avec lesquels on travaille effectivement beaucoup justement sur ces problématiques d'acceptabilité et de respect de la biodiversité. Alors, tout ça, en fait, ça fait des prescripteurs, les élus en particulier, avec lesquels on travaille beaucoup, les élus donc, de la région sud, et ça nous a valu donc, par effet de ricochet des intérêts de certains industriels. Et sachez qu'on a déjà des lettres d'intention pour plusieurs dizaines de machines, et même en fait une commande d'études dans un grand industriel varois. Et les projets pilotes dont je parlais tout à l'heure, donc il y en a un donc à Cotignac, il y en a un autre qui sera déployé donc dans l'agglomération Paimpol-Guingamp, donc probablement la recherche du foncier avec l'agglomération va se faire en 2025, donc début de déploiement en 2026. Et on est également en train de discuter avec un autre grand acteur suisse pour déployer un pilote en Suisse. Ces pilotes, point important quand même, ils ne sont pas financés par nous, ils sont financés donc, au niveau de Cotignac par les collectivités, en l'occurrence très certainement par la région sud, idem en Bretagne. Donc, ce qui nous distingue, entre autres, au-delà des technologies, c'est effectivement cet engagement citoyen et territorial. On a certains investisseurs donc, du pool des business angels nous indiquent qu'on nous fait remarquer qu'on a vraiment cette capacité à mobiliser, fédérer donc, des communautés citoyennes énergétiques. Là, je vois une question, peut-être comme on était sur le volet technique de Quinoa, la question relative à la matière, hein, donc effectivement, et la durée de vie. Donc les machines sont dimensionnées pour durer 25 à 30 ans, hein, c'est ce qu'on vise. Alors tout à l'heure je parlais de la simplicité, et c'est cette simplicité qui nous permet, je dirais, de se positionner sur des durées de vie comme celle-ci. La simplicité, elle est due à à l'architecture, hein. On a un poteau, alors le poteau il est fait en acier, hein, donc soit en acier galvanisé, ça fait comme les remontées mécaniques, ou généralement on les peint, que ça soit dans des teintes qui se marient un petit peu avec l'environnement. Après, on a, je reviendrai en dernier sur la génératrice, on a un rotor donc, qui est fait en matériaux composites, donc avec des noyaux internes en métal, et des âmes en métal et des pales en matériaux composites, pour un bon compromis au niveau légèreté. Et après, le composant clé, finalement, c'est la génératrice. Nous avons fait le choix de développer notre propre génératrice. Donc c'est un financement c'est un programme qui est écrit, qui est financé par PPI. Déjà, hein, on a le financement est acquis. Et cette génératrice, en fait, elle est, on parlait de biodiversité tout à l'heure, elle est sans aimant permanent. Elle est à rotor induit. Et les seules parties d'usure de ces génératrices, ça va être les roulements. Et les roulements, on va les dimensionner, hein, notamment avec SKF. Ils vont être dimensionnés justement pour tenir la durée de vie. Donc le point clé, ce sera effectivement la durée de la lubrification de ces roulements, la lubrification qui doit être à vie, et notamment pour tenir compte des effets de température chaud et froid. Donc voilà, Et cette génératrice, on n'a pas toutes les compétences, c'est important de dire, et j'y reviens tout à l'heure, en fait, au niveau du réseau de partenaires stratégiques qu'on a formalisé déjà, parce qu'on a fait une série de prototypes déjà, donc antérieurement à Quinoa. Donc on travaille avec un partenaire majeur pour faire ça, on n'est pas tout seul. Oui, c'est pas nous qui l'avons. Hein. Le deuxième point, c'est que par rapport à la maintenance, donc ça c'est une question en cours. Justement, en fait, ça permet d'optimiser, de minimiser la maintenance. Et donc, tout ce qui est frais de maintenance est drastiquement minimisé par rapport au grand éolien, clairement. Donc, les pièces d'usure, il n'y en a quasiment pas. Il y a des contrôles classiques. Voilà, donc c'est vraiment minimaliste.
c'est le concept qu'on appelle, je ne sais pas s'il est cité dans la note, le zéro maintenance. Alors c'est zéro, on le met entre guillemets parce que c'est pas un zéro absolu, mais c'est une maintenance qui est très 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 réduite par rapport à celle de l'autre éolien. Je propose qu'on avance peut-être un petit peu, non? Parce qu'on a beaucoup de matière à voir, notamment au niveau. Bon alors voilà, ça c'est l'image des machines, hein, donc ça c'est une vue d'artiste, hein, mais c'est exactement ce qui sera. Oui, parce que pour l'instant, les éoliennes ne sont pas installées. Hein. Il n'y a pas encore eu de. Non, alors c'est des versions antérieures qui ont été installées sur ce site. Hein. Ce site est prêt à accueillir les premiers prototypes industriels de Quinoa. Donc aujourd'hui, ce qui manque dans Quinoa, c'est en gros ces pales extrêmement fines. Les générations antérieures avaient des pales plus épaisses. Un point important pour compléter ce que dit Sébastien, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons toutes les autorisations administratives pour installer les machines. C'est-à-dire que le lancement donc, de la partie prototype industriel va être fait début janvier. Tout est déjà planifié. Si vous allez sur le site d'ailleurs, donc il y a déjà des indications. Il y a effectivement des mâts qui existent, des prototypes antérieurs. Et donc, on a encore une fois toutes les autorisations administratives qui ont été purgées tout recours, puisqu'il a fallu modifier le PLU quand même en 2018. Donc, je disais tout à l'heure, on a vraiment prototypé toute la maintenance, toute la partie administrative. Depuis tout ce temps. Voilà, avec un fort soutien de la L'Oréal et de la DDTM. Je vais faire très rapide. Le plan à 18-24 mois, il est clair. Voilà, on a été composé ça en deux phases. C'est fabriquer et installer 2 à 3 pilotes, donc financés par des clients précurseurs. Alors, on appelle ça dans la note des prototypes industriels ou des démonstrateurs industriels. Il s'agit véritablement maintenant de faire des prototypes avec les techniques industrielles qui seront utilisées pour la montée en cadence quand on va prendre des véritables commandes clients. Donc ça, c'est ce qui nécessite aussi cette levée de fonds. C'est-à-dire qu'on s'interdit de faire des prototypes en mode prototypage, impression 3D ou des techniques rapides. Là, il s'agit vraiment de mettre au point l'outil industriel. Une deuxième phase, c'est de convertir des prospects en chiffre d'affaires, pour générer du chiffre d'affaires de manière en phase 3, du coup accélérer la commercialisation. Donc la phase 3, donc à partir de 2027, voilà, en 2027, on prévoit de vendre 135 machines, en 2028, 340, et 2029, alors 2029, pour vous dire, ça fait 540 machines, et 2030, 780. Donc on arrive à peu près aux 2000 dont on a parlé tout à l'heure. Donc ce qui nous permettra d'avoir une rentabilité à horizon 2027-2028. Même un petit peu avant, parce que là on parle là on a la marge globale, on n'a pas le résultat, c'est sur un autre document, vous verrez en ligne. Oui, vous avez accès sur la page projet. Voilà, sur la page projet. Et donc voilà, donc nous on est focalisé sur un objectif 18-24 mois. Et je dirais le comité stratégique qui sera mis en place, parce qu'on en parlera peut-être quand on va faire un focus sur la citoyenne Enerfip Collaborative Énergie, veillera justement à ce que le plan soit délivré, voilà, qu'on suive le plan. Et je voulais peut-être juste souligner ou préciser que sur la première phase, il y aura donc la fabrication, l'installation, mais aussi du coup la vérification et les tests. En fait, ce sera une phase des tests aussi pour vérifier du coup que les performances du prototype, sachant que c'est les premiers en fait en taille réelle. Et du coup, ce sera une phase très importante et qui va durer, en principe, entre 6 à 9 mois. C'est bien pour ça qu'on parle de pilote. C'est-à-dire, parce qu'on a parlé qu'on avait des intentions de commande. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a les délais d'intention de commande. Malgré tout, aujourd'hui, dans le plan de développement, il ne serait pas prudent de tout de suite les vendre en tant que tels. Donc, on passe par cette phase de pilote, puisque c'est le but d'un pilote, pour voilà, faire des tests. Je veux juste répondre à quelques questions rapidement. En fait, je me disais, Christophe, si ça ne te dérange pas, parce qu'en fait, ça fait déjà un moment, et sinon, la réunion va durer 2 heures au lieu d'1. Je me disais,
peut-être que pendant que nous, on parle avec Eliud du montage financier, l'un de vous pourrait répondre à quelques questions à l'écrit. Tu sais, à côté de démarrer la réponse en direct, à gauche, tu as un petit endroit où tu peux répondre par écrit. Oui. Pour avancer un peu, comme ça, tout le monde peut le lire. Et en même temps, on avance un peu sur le montage financier, sur le… Ok, très bien, ça marche, je vais m'occuper de ça. Si ça ne te dérange pas. Après, sinon, après, on fera un temps de questions-réponses et on ira un peu plus loin, mais les gens aient accès à tout avant la vidéo. Merci. Du coup, Eliud. Voilà. Je vais essayer d'être rapide. Du coup, si on parle maintenant des conditions de la levée, donc, on vise ici à lever avec Enerfip 399 600 euros, pardon, avec un minimum d'un peu moins de 300 000 euros pour que la collecte soit réussie. Attendez, j'ai quelque chose qui s'affiche. Oui, mais c'est parce que vous avez. Ah, d'accord. Vous avez cliqué sur répondre en direct, c'est le truc qu'il ne fallait pas faire. Il faut que vous fermiez. Pardon. C'est le truc qu'il ne fallait pas faire. C'est juste ce qu'il ne fallait pas faire. Qu'est-ce que je fais alors? Et du coup, ces fonds qui seront levés. C'est fini. Il faut recliquer sur la question, en fait. Okay. Pardon. J'ai terminé de répondre. Désolé. Voilà. Merci. C'est bon, vas-y. Et du coup, ces fonds qui seront levés au niveau de la société citoyenne, collaborative énergie citoyenne Enerfip. D'ailleurs, j'ai vu passer une question, pourquoi est-ce qu'on passe par une société intermédiaire? La principale raison, c'est en fait pour éviter que Collaborative Énergie se trouve avec un actionnariat éclaté avec plus de 300 personnes physiques, ce qui peut rendre difficile en fait la gouvernance de la société. Et donc, pour simplifier tout ça et pour rendre aussi l'offre attractive pour des sociétés qui souhaitent lever des fonds via Enerfip, on a organisé ce schéma-là. Qui ne changent rien finalement pour les investisseurs, leur intérêt économique, etc. dans la société, puisqu'ils seront quand même des actionnaires donc indirects et les fonds seront intégralement utilisés pour souscrire des actions de Collaborative Énergie dans un second temps. Voilà, donc l'opération elle a été calibrée avec une valorisation de la société, des actions de Collaborative Énergie avant l'opération de 3 millions. Ça veut dire quoi? Avant toute levée de fonds, on a considéré donc que les actions de Collaborative Énergie valaient au total 3 millions. Et donc, c'est en fonction de cette valeur-là qu'on peut calculer la détention des parts que les investisseurs auront sur le Collaborative Énergie. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est important d'avoir cette valeur-là pour comprendre quelle sera la détention des investisseurs dans la société après l'opération. Et ensuite, ça servira aussi à calculer le rendement futurement lorsqu'on passera à la cession des titres. Voilà, une plus-value, une moins-value, ça sera par rapport à ces 3 millions d'euros. Exactement. L'horizon d'investissement ici, il est estimé entre 5 à 7 ans. Déjà 5 ans minimum, on dirait, si on peut dire ainsi, parce que il y a la disposition fiscale des réductions d'impôts qui implique une détention minimale de 5 ans des titres. C'est pour ça qu'on a mis cette barre, ce seuil de 5 ans en minimum et en maxi 7 ans. Mais il faut comprendre ici qu'il y a aucun engagement de sortie, il n'y a pas de promesse de vente. Il y a un risque de liquidité qui est quand même important. Et les investisseurs, du coup, ils pourront sortir une fois qu'une solution de sortie a été identifiée. Donc, ça passera par un industriel, par exemple, qui souhaite acheter Collaborative Énergie ou un fonds qui souhaite reprendre les titres. Les solutions peuvent être diverses. On en parlera plus tard également dans la présentation. Mais il n'y a aucun engagement de sortie. Ça, il faut que les investisseurs ils le comprennent bien. Et le rendement qu'on espère pour cet investissement, il est à environ 20% de TRI. On va y revenir aussi plus tard. Pauline, si tu peux passer à… Ouais, attends, d'abord, il y a 2 questions qui sont intéressantes sur ce que tu viens de dire. Okay. La première, c'est Guillaume qui nous dit que le fait d'avoir une société intermédiaire fait qu'il n'y a pas de vote direct dans la gouvernance de l'entreprise.
mais on a un outil de partage d'informations et de vote au sein d'Enerfip via cette Bien sûr. gouvernance. On l'a déjà fait, hein, des projets en action, on en a déjà eu plusieurs, et on vous partage tous les documents, on vous fait voter sur les mêmes choses, et ensuite, nous, on vote en votre nom auprès de Collaborative Énergie. Mais pour Collaborative Énergie, se retrouver avec 700 actionnaires, c'est pas possible parce que ils n'ont pas le matériel nécessaire pour faire voter, pour organiser des AG, pour envoyer des courriers. Enfin, c'est complexe. Et donc ça, c'est nous qui nous en occupons. Donc ça, et Enerfip va représenter l'intérêt des investisseurs dans le comité stratégique de Collaborative Énergie. Et ça, c'est un point important. Et bien sûr, pour toute décision majeure, on va faire voter les investisseurs pour qu'ensuite, nous, on puisse donner l'avis de la citoyenne au sein de Collaborative Énergie. Exactement. Et ensuite, la valorisation, il y a Nicolas qui nous demande qui a valorisé Collaborative Énergie à 3 millions d'euros. Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est en fait, c'est l'issue de plusieurs négociations. C'est au regard des perspectives de développement de la société et du plan d'affaires. Bien sûr, pour ce type de sociétés à ces stades de développement-là, il y a plusieurs modèles, plusieurs méthodes pour le faire, DCF, etc. Là, c'était une valeur, une valeur à laquelle on est arrivé ensemble à l'issue des négociations. Lorsqu'on s'est posé sur le BP, on a échangé là-dessus. Une convergence, effectivement. Au début, on avait commencé un petit peu plus haut, et je dois dire que Enerfip a bien fait son travail pour vous représenter. Mettez ce titre que vous voudrez. Ça fait, ouais, ça. Non, mais les échanges n'étaient pas houleux, loin de là, mais c'était très constructif et en fait, ça a très vite convergé, donc avec des bons arguments de part et d'autre. C'est une démarche qui je sais pas si on a dit, qui a duré plusieurs mois. Hein. C'est pas fait comme ça. Hein. On discute depuis le mois de mai dernier. Hein. Ça fait un moment. Ok. Ensuite, Sébastien, Christophe, il y a une question, Jean-Michel, auquel vous pouvez peut-être répondre à l'écrit. Et oui, alors, Elliot, on peut parler de la rentabilité, ça c'est très bien fait. Ouais, c'est juste pour faire un exemple rapide du calcul de la rentabilité pour les investisseurs, pour qu'ils comprennent, puisqu'ici, il n'y a pas de taux d'intérêt fixe tous les ans qui sont payés. Chez nous, on est plutôt habitué à cette notion-là, avec toutes les obligations de la plateforme. Donc, c'est pour donner un exemple très simple. Donc là, si on enlève que les 400 000 euros sont proposés sur la plateforme et qu'en tout, la levée chez Collaborative Énergie s'élève à 1,2 million d'euros, ça veut dire que sur une valeur pré-monnaie des 3 millions d'euros, on passe à une valeur post-monnaie de 4,2, donc 3 plus 1,2. Ça veut dire donc que les investisseurs d'Enerfip détiendront environ 9,5% des actions de Collaborative Énergie. Si on reste sur cette notion de TRI cible ou TRI espéré des 20%, ça veut dire que pour le réaliser, si on imagine une sortie dans 6 ans, il faudra que dans les négociations qui seront engagées avec les potentiels repreneurs ou les fonds qui souhaitent entrer au capital ou que sais-je, il faudra que la valeur des actions de Collaborative Énergie à ce moment-là, et ça c'est bon, bien évidemment, on se réserve de distribution des dividendes, etc. Tout ça, ça peut changer de calcul. Là, je fais un calcul simple, entrée aujourd'hui, sortie dans 6 ans, et qui n'est pas d'autres flou entre-temps. Ça veut dire que donc les actions dans 6 ans, il faudra qu'elles valent 12,5 millions d'euros pour que les investisseurs arrivent à ces niveaux de rentabilité, les 20% par an. Donc ça serait la valorisation, pas des seules actions détenues par la citoyenne. Par les investisseurs, mais des 100% des actions. Les 100% des actions de Collaborative Énergie. Et donc, ça implique une valeur pour les actions détenues par la citoyenne de 1,2 million d'euros. Donc, ça veut dire, globalement, en x3. Il faut que les actions soient valorisées 3 fois plus qu'elles ne sont aujourd'hui. Et pour faire un exercice de sensibilité, hein, si finalement la valeur dans 6 ans, elle n'est que de 10 millions d'euros, dans ce cas-là, le TRI, il ne serait que de 15,5%. Donc, vous voyez, hein, on peut très vite arriver sur des niveaux de TRI très différents en fonction de la valeur qu'on aura dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans,
C'est vraiment clé ce que tu es en train de dire, Eliott, parce que sur la page projet, il y a un TRI estimé à 20%, mais c'est une idée de ce qu'on pense qui pourrait arriver. Ce n'est absolument pas un engagement. Et c'est pareil pour la durée, vous l'avez compris. Et ça, c'est un énorme changement. Il faut que ce soit très clair. On l'a écrit plein de fois dans la page projet, mais on sait que tout le monde ne lit pas dans le détail. Donc voilà, il faut bien avoir conscience de ça. Voilà, c'est très important parce que ça peut aussi être plus si ça explose, mais ça peut être moins. C'est le principe des actions en fait. On n'a pas de visibilité exacte. Et comment du coup on va savoir si dans 6 ans, enfin ça va être 15 millions, 20 millions, 10 millions, bah ça sera exactement ce qu'on a fait, le travail qu'on a fait avec Collaborative Énergie au long des derniers mois. Il y aura des discussions avec les potentiels fonds, les repreneurs. Qui vont se poser sur des modèles, sur les prévisionnels, sur les perspectives de la société. Et ensemble, les parties vont converger vers une valeur qui sera celle proposée pour la reprise des coûts. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à cet horizon, les méthodes de calcul seront plus tout à fait les mêmes parce que la difficulté qui était là pour Enerfip, c'était de faire une valorisation sur à une phase assez amont du projet, hein, même si voilà, on a fait beaucoup de choses, mais on est dans une phase amont. Dans 6 ans, bien entendu, on aura fait du chiffre d'affaires, tel que décrit dans le plan. On espère. On espère. Donc là, quelque part, c'est un petit peu plus facile pour calculer une valeur, puisqu'on sera déjà dans un train d'affaires, même si on sera on sera encore dans le début de l'aventure, si l'aventure va durer plusieurs dizaines d'années. Juste pour compléter ce que vous disiez, au niveau donc du calcul du TRI, ça a été fait quand même sur des bases. Alors, c'est des évaluations de marché, mais quand même avec un certain nombre d'évidences. Des contrats cadres, on en a signé avec des grands donneurs d'ordre, donc ça existe. Après, il faut le déployer. Donc ça s'est pas fait comme ça au dé quand même. Oui, bien sûr. Enerfip a été quand même très rigoureux au niveau de l'analyse, et il a fallu effectivement qu'on apporte les éléments tangibles pour évaluer effectivement et apprécier ce type de résultat. C'est ça. Et comme dit Francis, si la valeur est à 0, il y a une perte de capital. Voilà. Et ça, c'est évidemment le grand. Bon, il y a toujours un risque de perte en capital quand vous investissez où que ce soit. On en a parlé 1 million de fois ensemble, mais là, c'est typiquement comme ça que ça peut arriver, quoi. Tout à fait. Ok, je pense que c'est assez clair. Est-ce que vous avez réussi à répondre à l'écrit à certaines questions? Alors, oui, en fait, ce qu'on fera, c'est que tout à l'heure, donc très rapidement, j'adresserai les questions. On les a notées. On les a notées. Mais c'est pas évident comme ça. Et en fait, ce qu'on fera dans un deuxième temps, c'est qu'on répondra. On peut les mettre en commentaire pour demain matin dans la page projet, non? Est-ce que c'est possible, ça, nous? On peut faire ça, ou alors on prendra le temps derrière et les gens qui voudront se déconnecter parce qu'ils veulent aller manger, le problème, c'est qu'en fait, ils regarderont le replay. Exactement. Toutes les questions sont hyper pertinentes. On a tous les éléments de réponse. Après, si on y répond, ça va prendre un petit peu de temps. Donc, moi, j'y reviendrai très rapidement tout à l'heure quand je parlerai des risques. Et donc, je les adresserai, mais on les détaillera, on les élaborera un peu plus par le biais de la page projet. Allez, ça marche. On continue. Autre information clé. Donc, entre points clés, comment est-ce qu'on sort, comment est-ce qu'on cède nos actions et comment est-ce qu'on réalise notre plus-value potentielle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'engagement ferme des reprises des titres. En revanche, on a négocié pour les investisseurs un certain nombre de clauses dans le pacte d'actionnaires qui sera signé au niveau des associés de Collaborative Énergie, qui nous permettent d'avoir des meilleurs efforts en fait pour que la sortie se fasse dans des conditions acceptables. Tout d'abord, à partir du 1er janvier 2029, les parties donc s'engagent à collaborer pour identifier des solutions de sortie. Et à partir du 1er janvier 2030, il y aura des réunions trimestrielles pour évaluer l'avancement de ces solutions et de ces discussions-là. Cette première phase, elle est plutôt volontaire, on va dire, pour donner le temps aux fondateurs de trouver cette solution par eux-mêmes. En revanche, si on voit qu'à partir de 2031, il n'y a toujours pas de solution identifiée et que ça prend plus de temps que prévu, là, les investisseurs, ils auront la main de lancer un processus de cession qui porterait sur la totalité des actions de Collaborative Énergie, avec la possibilité notamment de nommer une banque d'affaires qui se chargera de chercher un repreneur, et aussi avec une obligation pour l'ensemble des associés de céder leurs actions, sous réserve de certaines conditions, bien sûr, si on arrive à identifier une offre qui soit acceptable et qui porte sur tous les titres.
Donc, c'est des dispositions qui nous facilitent à trouver des solutions de sortie pour nos investisseurs. Super. Et il y a une très bonne question encore de jeunes. Décidément, vous êtes bavard aujourd'hui. C'est très bien. Qu'est-ce qui se passe si jamais vous vous faites racheter dans les 5 ans et que le nouvel acheteur dit bah, on souhaite pas avoir de citoyens et donc on veut racheter tous les titres. Dans ces cas-là, le délai fiscal, dans ce cas, il y a une clause qui le prévoit. Il y a la clause de. Exactement. On appelle quoi de suite? Non, c'est laquelle, c'est sinon c'est la. Non, c'est la clause. Si jamais il y a une opération qui s'opère dans les 5 ans, donc ça va dire en dessous de l'horizon minimum indiqué de 5 ans, on a prévu à ce que cette offre-là, pour qu'on puisse nous obliger de sortir, obliger les investisseurs de sortir, il faut réaliser un TRI minimum de 20% ou un multiple de 2 fois. Voilà. Donc c'est ce qui est prévu dans le pacte. Qui d'ailleurs est disponible en annexe de la FICI, c'est l'annexe 7, il me semble. Ouais. Tout à fait. Okay. Donc, si jamais les investisseurs souhaitent regarder, vous avez le pacte à votre disposition. Qui garantit aux investisseurs une rentabilité minimale en cas de sortie anticipée qui serait opportune. Voilà. Très clair, merci. On continue? Oui. Ou tu as encore des choses, Eliud, peut-être, ou sur ce non. de sortie? Non, c'est bon. Non. Bon, bah là, justement, vas-y, j'ai vu passer une question. Quelle serait dans les structures post-OP du capital? Oui, voilà. On y arrive. Là, c'est pour un exemple d'une levée un peu moins d'1,2 million d'euros. Ça pourra bien évidemment changer en fonction des montants levés. Hein. C'est pas une structure figée. Ça changera en fonction de combien apporte le pool des business angels, combien on arrive à lever sur une FIP. Voilà. Mais ici, vous avez un exemple du coup pour un montant levé. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que nous, avec Christophe, on abandonne une grande partie de nos comptes courants. Donc, une compte courant, c'est une dette qu'a la société envers nous. En gros, c'est de l'argent, des liquidités qu'on a mis dans l'entreprise pour la faire tourner. Et donc, finalement, c'est une dette. Et là, on les abandonne. Donc, c'est comme si, alors, c'est pas de l'argent frais, mais c'est malgré tout, voilà, on a investi à peu près 40 000 euros chacun dans le cadre de cette opération. Okay. Ce qui démontre qu'on y croit encore plus que jamais. C'est ça. Ça marche. Est-ce que peut-être, oui, il peut y avoir de nouvelles levées de fonds dans les années à venir, et donc ça c'est prévu évidemment, j'imagine. Ben, c'est notamment potentiellement selon la nature de celui qui rentre, ça peut être une opportunité de sortie pour les investisseurs de ce tour. D'accord. Quand elle se positionne dans la durée. Mais effectivement, plusieurs raisons pourraient nous conduire à faire de nouvelles levées de fonds. Une nouvelle levée de fonds. On peut en citer quelques-unes. Ça serait la première, par exemple, d'internaliser une partie de la production. C'est-à-dire que voilà, d'acquérir nos. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Donc, pour ça, il faudra investir dans un outil de production, donc besoin de lever de fonds, se développer un peu plus rapidement à l'international, voire devenir nos propres producteurs. Hein. Ça, c'est peut-être évoqué aussi dans les notes. C'est à partir du moment où on va vouloir acquérir nos propres parcs de production, eh bien, là, il nous faudra peut-être voilà, des nouvelles levées de fonds. Ok. Donc, ouais. Merci. Allez, on continue, parce que vraiment, le temps passe. Alors, les modalités de la levée de fonds. Donc, vous avez compris qu'on parlait d'actions. Il se trouve que la valeur minimale d'investissement est à 100 €, ce qui est assez rare chez Enerfip. D'habitude, c'est plutôt 10. Donc là, c'est 100 €. Mais chaque action vaut 1 €. Donc, ça peut être 105, 106 €, 110 €. Voilà. Et donc, jusqu'à 74 000 € qui sera le montant d'investissement maximum. La collecte ouvre demain. Elle clôturera le 6 décembre.
Donc, c'est relativement court. Il faut prendre votre décision assez rapidement. Mais vous le savez, chez Nerfip, parfois ça part très vite. Donc, peut-être qu'il faut être connecté demain à 12h30 pour être sûr d'avoir de la place. Donc, la rentabilité, on en a parlé. La durée, on en a parlé. Ils sont variables, ils sont estimés. Ils ne sont pas sûrs. En termes de fiscalité, vous allez voir que y a la fiscalité est un peu plus complexe forcément, puisque là on parle de dividendes, de plus-value, de moins-value. Donc on va vous faire un petit cours fiscalité dans quelques secondes. Et puis la notation est de E-. Donc en effet, c'est rude. Chez nous, d'habitude, on ne va pas en dessous de C-, mais c'est pas si pire, c'est-à-dire qu'on refuse, je sais pas, je crois que le chiffre c'est quasiment 80% des projets qu'on nous propose parce qu'ils sont bien en dessous de ça. Là, E-, comme vous l'avez vu, c'est assez bordé. On va évaluer les risques dans quelques secondes, mais c'est un projet qui est un peu plus risqué que d'habitude puisque ce ne sont pas des obligations, donc il n'y a pas d'engagement d'intérêt ou de remboursement de capital. Eliud, tu veux nous faire un mini cours sur la note? Ouais, non, juste pour compléter ce que tu disais, parce que c'est vrai que tout à l'heure, la note a peut-être choqué certains, et je dirais pas que c'est une bonne note, loin de là. Si c'est un E-, ça veut dire que c'est beaucoup plus risqué que les produits qu'on propose d'habitude sur la plateforme. Ça, il faut que les investisseurs ils l'aient en tête. Les actions, elles sont plus risquées. Là, c'est une société qui a un stade initial de développement commercial, donc il y a beaucoup d'inconnus. Il y a un prototype industriel qui doit encore être testé. Donc c'est un projet qui est risqué. Néanmoins, c'est une notation qui reste acceptable pour nous de le proposer à nos investisseurs pour ce type de produit-là en action. On a considéré que la société nous a donné quand même pas mal d'éléments qui nous permettent d'y croire, qui nous permettent de voir qu'il y a un travail sérieux qui a été réalisé et que les perspectives sont bonnes et que la société a toutes ses chances d'y réussir. Sous réserve, bien sûr, de réussir à installer ses prototypes, à ce que les résultats soient dans le bon sens et que le plan commercial se développe comme prévu. Voilà. Mais bien sûr, c'est un projet qui est risqué, beaucoup plus risqué que les projets en dette qui sont notés entre A et C sur notre plateforme. Très bien, merci. C'est très clair, j'espère, pour tout le monde. Ensuite, les risques, c'est parti. Ouais. Donc, les risques. Ouais. Pardon, je crois que c'est Sébastien qui a parlé. Non, c'est moi, mais Ah, c'est bon, je peux y aller. Ok. Donc, les risques, on y vient. Nerfip, on en a identifié pas mal. La société a apporté des réponses. J'ai juste indiqué rapidement les principaux risques que nous avons notifiés, notamment celui d'exploitation, le risque technologique, en fait, le risque que les prototypes soient installés et que finalement on se rende compte que la productivité n'est pas du tout au rendez-vous, que les éoliennes ne produisent pas comme prévu ou n'opèrent pas comme prévu et que finalement ça vient dégrader le plan d'affaires de la société. C'est un risque qui existe et qui est non négligeable. Il y a le risque de construction, que la société s'aperçoive que lors de l'installation des éoliennes, ça n'a pas été bien fait, ou un risque d'assemblage. Il y a un risque aussi réglementaire qui pourrait changer en fait l'écosystème de la société ou comment elle envisage son plan d'affaires, notamment s'il y a des permis en plus qui doivent être obtenus ou des réglementations en plus qui viennent complexifier l'installation de ces produits auprès des clients. Pauline, si tu peux passer à la slide d'après, s'il te plaît, après peut-être qu'on pourra y revenir. Des risques des marchés, notamment l'arrivée de nouveaux concurrents. Risque personne clé, donc ça c'est le risque que par exemple Sébastien ne veuille plus poursuivre ce projet ou que Chris aussi décide d'arrêter. Bon, c'est un risque qui est quand même limité, on y viendra. Et bien sûr le risque fournisseur, notamment des ruptures dans la chaîne d'approvisionnement des composants qui sont nécessaires à la fabrication des quinoa. Sébastien, Chris, je vous laisse la main pour que vous présentiez rapidement les solutions que vous avez trouvées en fait pour remédier à ces risques, en tout cas les limiter d'une certaine mesure. Ouais, très rapidement. Donc en fait sur le premier risque en rouge, alors déjà la couleur rouge,
c'est coloré juste pour indiquer le niveau de risque si jamais il n'y avait rien qui était fait. Donc il y a un plan de mitigation, ou en tout cas il y a un plan avec des évidences par derrière, donc qu'on a fourni depuis qu'on a commencé à travailler avec Enerfip, justement sur cette mitigation. Au niveau du risque technologique, ce qu'il faut savoir, ce que disait Sébastien, c'est qu'en fait on a déroulé une véritable démarche scientifique qui s'appuie sur des résultats expérimentaux et académiques très détaillés. Et donc ça, c'est un point important, plus une itération de prototypes qui ont été installés sur le site dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est le premier point. Il y a ensuite une équipe qui est quand même relativement solide et quand même super compétente et bien gréée, en particulier donc, par l'intermédiaire de Jean-Luc Achard, donc un des ponts de l'éolien dont on a parlé tout à l'heure. Il y a effectivement cette phase, j'ai rien tout à l'heure, en fait, là, on n'est plus au prototype, hein, on est sur le prototype industriel, c'est-à-dire que l'appareil qui va être fait sera en fonction donc, des essais qui vont se passer, donc tout de suite industrialisables en fait. Donc ça c'est un point important. On s'appuie également sur des partenariats qui sont majeurs, c'est-à-dire que ce soit au fait au niveau donc de la fabrication, mais également en fait au niveau des études. On a d'autres exemples qui montrent qu'effectivement les résultats ont de fortes chance d'aboutir. Donc on s'appuie quand même encore une fois sur un certain nombre d'évidences et de compétences et de partenaires. Sur les risques de construction, bon, c'est quand même relativement simple, Sébastien l'a vu, donc ça je ne vais pas trop détailler. Sur les risques réglementaires, donc là encore, on suit nous quotidiennement les modifications législatives qu'il peut y avoir, que ce soit en fait au niveau du Sénat ou de l'Assemblée nationale. On a aussi des relais là-bas. Donc ça, c'est un point important. On travaille aussi, comme vous l'avez compris, avec les collectivités territoriales donc, et les services de l'État. Donc on a une certaine intimité par rapport à ça. Sur le risque, ensuite, si tu peux changer de page, Pauline. Oui. Sur le risque marché, alors il y a une question, en fait, au niveau du risque marché, donc nous, on s'adresse au marché B2B et surtout pas B2C. Au jour d'aujourd'hui, les autres produits qui existent sur le marché, mais principalement chinois, s'adressent sur le marché B2C. Or, en fait, en B2B, les clients vont demander quand même quelques garanties en termes de tenue, de maintenabilité, etc. etc. Alors, donc, juste, oui. Excuse-moi Sébastien, je précise, B2B, ça veut dire qu'on ne s'adresse qu'aux entreprises, B2C, ça veut dire qu'on s'adresse aux particuliers, pour ceux qui ne savent pas. Vas-y, continue. Donc, en fait, au niveau des risques marchés, ce que nous, on est en train de mettre en place, c'est quelques barrières. Vous comprendrez bien que pour être référencé auprès des services de l'État, donc en l'occurrence aux conventions, de réel DDT, ADEME, ça ne se fait pas comme ça en claquant du doigt. Donc ça, c'est pas une fierté, mais en tout cas, une certaine satisfaction d'avoir réussi à faire ça. Donc, référencement au niveau des services de l'État. Et pour minimiser les risques marché aussi, il faut avoir des commandes. Donc, en fait, on a déjà des intentions de commande. On travaille beaucoup. Ça répond à une autre question avec les collectivités territoriales qui, pour nous, et c'est la réalité, on peut citer des exemples, hein, donc Cotignac, le Val, également, donc en fait, Guingamp, qui sont intéressés par produire eux-mêmes leur énergie. Donc, ça, c'est pour la partie risque marché. Sur les risques de personnes, Eliud l'a indiqué, et sur le risque fournisseur, sachez en fait que tous nos partenaires stratégiques sont liés à nous par des accords cadres qui sont très structurants, qui peuvent aller même jusqu'à la création d'une JV au niveau de la production de la génératrice, par exemple. Et puis, sur des pièces plus conventionnelles, on a du double sourcing. Sur les parties stratégiques, on a fait en sorte également de pouvoir rapatrier, si quelquefois c'était nécessaire, l'ensemble des outils de fabrication et des méthodes. Voilà, très rapidement. Parfait. Merci, j'espère que ça a été clair. Moi, pour ma part, j'ai essayé de répondre à quelques questions où les réponses sont assez courtes à formuler par écrit. C'est pas cool. Évident. On en a noté quelques-unes hein, pour la fin. Oui, pour la fin, j'y reviendrai. Oui. On va y venir. Il y a François qui pose une question juste qui me semble intéressante là sur est-ce que les actionnaires actuels, donc vous êtes obligés de rester tant que la SPV Enerfip alors, nous, c'est pas compliqué. Si on part, on est obligé on cède nos actions. Hein, donc oui, nous, on est là pour un bout de temps. Ouais. Ouais. En théorie, les fondateurs sont les derniers à partir. Hein. Mais il y a pas dans le pacte d'associés, il y a pas une clause disant que tant qu'il y a Enerfip, il y a vous quoi. Il y a une clause d'inaliénabilité selon laquelle les fondateurs ne peuvent pas désengager du capital dans les 5 prochaines années. Voilà. Okay. Oui.
Oui, c'est ça, oui, effectivement, j'avais oublié celle-ci, effectivement. Merci, Eliud. Alors, maintenant, on part sur la fiscalité. C'est parti, mon kiki. Alors, sur la fiscalité, vous savez tous que c'est mon sujet préféré. Donc, il faut différencier 3 cas. D'abord, il y a les dividendes potentiels que vous pourriez toucher. Évidemment, c'est pas obligatoire. Ça se trouve, vous ne toucherez rien pendant 5 ans jusqu'à ce que vous cédiez vos titres. Mais si jamais il y avait des dividendes qui étaient reversés, ces dividendes seraient fiscalisés. Alors, ils seraient fiscalisés à la flat tax, c'est-à-dire le prélèvement forfaitaire unique, c'est-à-dire 30%. Dans ces 30%, il y a les prélèvements sociaux, 17,2, et l'impôt sur le revenu, 12,8. Ce 12,8 est maximum, c'est-à-dire que si vous êtes imposé à moins, vous serez, imaginez que vous n'êtes pas imposable, et bien dans ces cas-là, vous ne serez prélevé que de 17,2. Mais si vous êtes imposable à 40%, eh bien vous serez prélevé de 30%, d'accord, sur ces dividendes. Dans certains cas, vous pouvez choisir le barème progressif. Ça se fait en ligne sur votre déclaration d'impôt. Le plus facile, c'est de cliquer une fois barème progressif pour voir ce que ça vous fait payer comme impôt, de revenir, de cliquer flat tax et de voir ce que ça vous fait payer comme impôt, et puis vous choisissez le barème le plus rentable. Voilà. Mais en tout cas, là, je parle de dividendes potentiels. Voilà. À ce jour, en effet, Guillaume, merci. C'est à ce jour. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Ensuite, il y a la réduction d'impôt. Alors, le dispositif Madelin, il s'adresse au montant de votre investissement, donc au capital que vous allez faire demain, que vous allez placer demain dans ce projet-là. OK ? Ça s'adresse aux personnes physiques. Là, je vous parle de personnes physiques parce que les personnes morales, c'est encore autre chose. On a fait un article dans notre Help Center, là, dans notre FAQ, hyper poussé, hyper explicite, avec des exemples. N'hésitez pas à les fouiller pour voir quel est votre cas à vous. Mais si vous êtes une personne physique, si vous êtes domicilié en France, vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt. Pour ça, il faut vous engager à garder vos titres plus de 5 ans. C'est pour ça qu'on est parti du principe que vous ne sortiriez pas du capital avant 5 ans. Il y a aussi un maximum nécessaire de placement. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez investi 50 000 € maximum si vous êtes seul, 100 000 € si vous êtes deux, maximum. Et donc, sur le montant que vous allez investir, vous pouvez avoir une réduction d'impôt de 18%. Eliud, tu veux faire un exemple rapide pour ça? Oui, juste pour dire en fait que ce plafond de 50 000 € pour une personne seule, par exemple, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire si on est au plafond et qu'on a 18% de réduction, ça fait, je crois, 9 000 € des réductions. Il s'applique sur l'impôt que vous avez à payer. Donc c'est une réduction d'impôt. C'est pas une réduction de l'assiette des revenus, etc. C'est une réduction qui s'applique directement sur l'impôt, sur le revenu que vous devez payer. Et si jamais l'investissement il est au-delà du plafond de 50 000 €, en fait, cette fraction, elle est reportable sur les années suivantes. Donc, ça veut dire que s'il y a 60 000 € d'investis, les 10 000 € qui sont excédents, on pourra les appliquer sur l'année N+1, donc 18% des 10 000 €, donc 1 800 € des réductions d'impôt pour l'année suivante. Donc, ils ne sont pas perdus, en fait. Ouais. Et ce que je veux préciser aussi, je crois que j'ai vu une question là-dessus sur le statut JEIR. Non, là, on est dans le cas général d'une PME, donc une réduction d'impôt de 18%. Il faut savoir que l'État a prévu d'autres dispositions de réduction d'impôt pour des sociétés qui bénéficient de ces statuts-là, à savoir donc pour les JEI, jeunes entreprises innovantes, il y a une réduction d'impôt de 30% qui pourrait être obtenue, et pour les JEIR, une réduction d'impôt qui peut aller jusqu'à 50%. Ouais, mais là, c'est pas le cas. Hein. Mais là, c'est pas du tout le cas. Vous avez l'explication sur l'article que vous avez accès via la page projet à cet article. Hein, donc, vous pourrez regarder dans le détail. Ensuite, vous allez céder vos titres dans quelques années. Alors, plus de 5 ans, on ne sait pas exactement quand.
mais vous devriez normalement vendre vos titres. Et si tout s'est très bien passé, bah, vos titres vaudront beaucoup plus que ceux que vous avez achetés. Vous avez vu là Eliud qui vous a expliqué un peu comment c'était calculé. Donc cette plus-value est imposée aussi. Et elle est imposée comme les potentiels peut-être dividendes que vous toucherez. Elle est imposée à 30% via la flat tax. Donc, c'est exactement ce que je vous ai raconté tout à l'heure avec la partie impôt sur le revenu qui est libératoire et forfaitaire. Ça veut dire que si vous êtes imposé à moins, vous payez moins. OK ? Et si ça se passe moins bien et si vous faites une moins-value, c'est-à-dire que vous vendez vos titres moins cher que ce que vous ne les avez achetés, dans ces cas-là, vous pouvez les imputer sur les valeurs mobilières, sur les plus-values que vous aurez fait en face. Et là, vous avez 10 ans pour les déclarer. Et on vous explique tout dans le détail. Mais là, je ne vais pas le faire parce que sinon, on sera couché demain, si ça ne vous dérange pas. Mais par contre, vous avez sur l'article que vous trouvez sur la page projet absolument tout le détail. Est-ce que, Eliud, tu voulais rajouter des choses sur la fiscalité? Non, ça me paraît… Ok, parfait. Alors, je fais très rapide parce que j'ai la sensation que vous nous connaissez tous, mais pour les gens qui ne nous connaissent pas, vous allez sur fr.nrfip.eu, vous créez votre compte pour pouvoir investir. Et donc, pour créer votre compte, il faut répondre à un questionnaire qui est déterminé par l'Europe, qui est assez casse-pied. Mais c'est pas grave, il faut y passer, vous n'avez pas le choix. Une fois que c'est fait, vous allez nous donner une pièce d'identité pour qu'on vérifie que vous n'êtes pas sur la liste anti-blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Voilà, il y a quelques obligations juridiques. On est obligé de vérifier qui vous êtes et c'est bien normal. Vous n'avez absolument jamais de frais et c'est très important. Quoi que vous fassiez sur la plateforme, c'est gratuit pour vous. Nous sommes rémunérés par Collaborative Énergie, puisque on ne travaille pas gratuitement non plus, mais pour vous, en tout cas, c'est totalement gratuit. Vous placez des fonds, vous les récupérez, vous réinvestissez, vous faites ce que vous voulez. L'ensemble des fonds placés va dans le projet que vous avez choisi. Et donc, quand vous l'avez choisi, par exemple, demain, à 12h30, vous vous dites « Tiens, j'investirais bien sur Collaborative Énergie parce que quand même, ça avait l'air fun ». Vous allez voir, vous lisez toute la documentation juridique, vous avez accès à toutes les informations. On vous a donné déjà ce soir beaucoup de choses. Vous pouvez en avoir beaucoup plus si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé. Vous choisissez le montant que vous souhaitez investir à partir de 100 € jusqu'à 74 000 €. Donc, entre les deux, vous trouverez bien quelque chose qui vous convient. Et vous versez les fonds par carte bleue ou par virement. Une fois que ça s'est fait, dès que la collecte est complète et qu'on a récupéré tous les fonds, on clôture la collecte. Et c'est à ce moment-là on calcule les années. Donc, c'est J0, le moment de la clôture. Et donc, ensuite, quand vous céderez, donc on vous contactera par mail et via notre outil de gouvernance pour voter aux assemblées générales. On vous informera, on fera des comptes rendus, des comités stratégiques qui ont lieu pour vous dire où ça en est, comment évolue le projet pendant les 5, 6, 7 ans à venir. Et ensuite, quand vous vendrez vos titres ou que vous toucherez des dividendes, l'argent reviendra sur le livret NRFIP et là, vous pourrez le récupérer sur votre compte bancaire ou alors le réinvestir. Voilà. OK. Alors oui, pour ceux qui ne nous connaissent pas bien, on a une équipe qui vous écoute et qui répond à vos questions. N'hésitez pas à téléphoner demain ou à un autre moment pour si vous en avez. Normalement, on répond assez bien. On vous rappelle si nécessaire. On répond par mail aussi. Donc, on est vraiment accessible. On est basé à Montpellier. Donc, tout le monde ne peut pas venir nous voir. Si vous venez nous voir, prenez rendez-vous. Et sinon, c'est vraiment avec plaisir qu'on répondra à toutes vos questions. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses. Est-ce que, Christophe, tu veux répondre rapidement Oui, très rapidement, parce qu'il y a plein de questions hyper importantes qui seraient bon de partager. Alors, je vais vraiment répondre style télégraphique. Donc, Guillaume nous demande en fait si on a des modèles de puissance inférieure. Non, en fait, au jour d'aujourd'hui, on n'a qu'un seul modèle à 10 kW. L'objectif, c'est en fait d'optimiser la supply chain et en fait l'installation.
Donc peut-être qu'un jour on le fera, mais c'est pas du tout prévu au plan. Christian pose des questions sur la concurrence. Alors on élaborera un peu les réponses pour donner plus de substance. On se propose de les mettre en commentaire éventuellement dans la page projet. Okay. Il pose des questions sur les essais et les principaux résultats. Oui, effectivement, on a des essais et les principaux résultats. Sachez qu'on travaille avec un autre acteur important, donc ça, on pourra les partager. Jean-François nous dit on investit d'abord avant tout pour les avantages technologiques. Oui, tout à fait. Donc l'avantage, très simplement, au niveau donc de la performance, en fait, on tangente les performances d'une éolienne. Alors, nos machines mises en fait en grappe tangente les performances d'une éolienne horizontale classique. Donc ça, c'est un point important. On n'a quasiment pas de maintenance, Sébastien l'a dit, ce qui n'est pas le cas de l'éolien, du grand éolien ou de l'éolien tripale. Et ce qu'il ne faut pas oublier quand même dans tout ça, et les services de l'État seraient beaucoup plus à même que moi d'en parler, c'est les problématiques d'acceptabilité. On n'est pas dans la technologie, on est dans la capacité de la machine à générer de l'acceptabilité. Donc ça, c'est un grand avantage qu'on a démontré, puisqu'on a une légitimité majeure, donc en région sud en particulier. Sur les immeubles, Sébastien a répondu. Si le bassin de vent le permet, pourquoi pas, et la structure de l'immeuble également. Donc en première monte, sur des entrepôts logistiques situés dans la vallée du Rhône, oui. Tout à fait, oui, absolument. Sur l'aspect donc des prototypes, oui, alors, les premiers prototypes, la preuve de concept a été installée en 2018 dans une station de montagne où en fait on s'est, comme on aime les challenges, on s'est challengé pour avoir des vents hyper forts. Les prototypes beaucoup plus matures, récents, ont été installés donc sur le site que vous avez vu tout à l'heure, donc à Cotignac, pendant à peu près 2 ans, où il y a eu des essais intensifs. Francis, sur la vitesse du vent, oui, 8 mètres par seconde, c'est beaucoup. N'oubliez pas que en fait, il y a quand même des zones en France où on a un vent à 8 mètres par seconde. Nous sommes en train de travailler sur un projet en Occitanie. Je ne peux pas dire où c'est. Donc en fait, une centrale photovoltaïque où on a un bassin de vent qui est absolument fantastique. Donc on peut effectivement sélectionner dans un premier temps les sites où on a un vent aux alentours de 8 mètres par seconde, des fois plus. Mais tout à fait d'accord avec votre commentaire. L'analyse du cycle de vie, très sincèrement, on l'a fait de manière relativement sommaire et on le déploiera complètement avec donc quand on va passer donc aux aspects industriels, donc à partir du mois de janvier, clairement. Merci pour la publication. François nous mentionne, mais c'est tout à fait juste, pour lui, le client majeur, ce sont les collectivités territoriales. Nous sommes parfaitement en accord avec vous. C'est bien pour ça qu'on travaille avec les collectivités dont nous avons parlé tout à l'heure, mais pas que, parce que donc, il faut aussi varier son portefeuille. Donc, on travaille aussi avec des industriels, dont un gros industriel dans le Var, pour lequel on a une commande. Le phasage restant, donc ça on répondra donc pour passer au modèle industriel, on vous l'indiquera donc par écrit, c'est plus simple, mais oui effectivement, donc on a tout ça. Et Stéphane, ou Stéphanie, parce que j'ai très mal écrit, nous dit qu'elle a une collectivité qui serait intéressée par la production d'énergie dans le cadre d'une station d'épuration. Oui, on est tout à fait preneur de ce type de contact, de voir si effectivement c'est faisable ou pas avec Quinoa. On reprendra toutes les questions et on essaiera d'y répondre le plus précisément possible sans pour autant écrire un roman. Ça marche. C'est quand même pas mal. On a donné pas mal d'infos, je pense. J'espère que vous avez trouvé ça aussi passionnant que nous. Enfin voilà, ça fait des mois qu'on travaille sur ce projet, on vous l'a dit. On est vraiment content de pouvoir vous proposer ça. C'est une offre différente, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait avant, mais je pense que ça peut vraiment vous intéresser. N'hésitez pas à regarder plus en détail la page projet, à poser vos questions. En effet, en commentaire, bon, nous, on va en reprendre quelques-unes demain. Peut-être pas ce soir quand même, mais on fera ça demain. Et puis d'ici là, passez-nous un coup de fil. Merci à tous pour votre disponibilité. 1h20, c'est presque un record, mais bon, vous étiez vachement nombreux, donc c'est normal. On est très heureux d'avoir inauguré finalement ce nouveau format. Ouais, c'est trop bien. Merci à vous deux. Je pense que merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et merci Eliud aussi. À très bientôt tout le monde. Et puis bonne soirée. Bonne soirée. Bravo. Merci. À bientôt. Au revoir.